retour sur Actu Matin pour nos moments donc, de discussion ce matin. Rich, bonjour. Bonjour, Taïe. Ça fait 9 ans que Patrice Talon a prêté serment pour la première fois en tant que chef de l'État. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à premier quand on l'évoque? C'est les réformes. Les réformes. Et rien que les réformes. Il y a eu des réformes audacieuses, il y a eu des réformes qui ont fait sourire, il y a eu beaucoup de réformes aussi qui ont fait grincer les dents, et il y a encore des réformes qui font dresser les cheveux sur la tête, mais il faut retenir simplement qu'il y a eu des réformes structurantes. Si je dois prendre secteur par secteur, parce que là, j'ai vu mon collègue qui est beaucoup plus resté dans le volet politique. Oui, ça va faire beaucoup de temps. Concentrons-nous un peu sur l'aspect politique. Sur l'aspect politique, déjà, il y a eu déjà, on va parler du système partisan qui est accepté par certains, pas du tout accepté par d'autres, donc d'une certaine manière décrié. Il y a également le code électoral qui est là et qui, jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, n'est pas accepté de tous parce qu'il y a encore des grincements dedans à ce niveau. Mais le plus important, c'est qu'on retient qu'il y a eu évolution dans tout ce qui a été fait jusque-là. Est-ce que cette évolution est acceptée de tous? Non, on sait que les réformes ne font pas toujours l'assentiment, ne requièrent pas toujours l'assentiment de tout le monde parce qu'il y a certains qui estiment que ça ne marche pas. L'autre chose, sur le plan politique, ce dialogue national tant revendiqué par la plupart des partis de l'opposition n'est toujours pas au rendez-vous. Certains estiment qu'en 9 ans, il y a eu un recul de la démocratie, c'est-à-dire de la liberté d'opinion, de la liberté de s'exprimer. Et chacun le dit selon ses aspirations et selon ses propres expériences. Et donc, sur le plan politique, j'estime qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Tout dépend de l'angle l'angle de regard, l'angle d'observation. Parce que, tel que moi je le regarde ici, je peux avoir mon opinion là-dessus, d'autres peuvent avoir leurs opinions. Seulement que, au-delà du politique, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut souligner. Nous avons aujourd'hui de plus en plus l'éducation avec le système des AME. On peut se promettre de revenir là-dessus demain si vous voulez, parce que, pourquoi pas? En tout cas, 30 minutes d'échange, nous pourrait pas aider à faire le bilan. Il y a beaucoup d'aspects, notamment sur les différents aspects. Au niveau de l'éducation, il y a déjà les AME. Vous savez ça encore, c'est un système. On va en parler certainement demain. Je vous propose qu'on se concentre surtout sur le volet politique, de ces actions en 9 ans. Et quand on parle de volet politique, c'est fondamentalement, je dois dire, la réforme du système partisan, comme vous l'aviez dit, avec quelques tests en tout cas qui ont été soit votés, soit révisés. Ouais. Je pense au code électoral, je pense à la charte des partis politiques, je pense à la loi sur le statut. Il y a aussi le financement des partis politiques, de l'opposition, le financement notamment, etc. Commençons déjà par le code électoral qui est un sujet de débat majeur, Franck. A-t-on avancé, a-t-on reculé par le passé, par rapport au passé, je veux dire? La question devrait être normalement posée aux politiques et sur la question la classe politique. Que vous êtes analyste politique. Oui, j'en viens. Ah d'accord. J'en viens. Sur la question, vous savez que la classe politique est divisée. Il y a une partie de la classe politique qui estime qu'avec ça, nous irons très loin et qu'il faut viser véritablement mettre la barre très haute pour que notre pays puisse sortir un peu de ce que nous avons observé par le passé, que tout le monde décriait d'ailleurs. Beaucoup de partis politiques où le nombre était même presque pas maîtrisable, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il y en a qui estiment que il y a des aspects du code électoral, on ne parle pas du code électoral dans son entièreté, mais qu'il y a des aspects qu'il faut revoir. Et je pense, à mon avis, que aucune loi dans ce monde, aucune loi qui a été votée ne fait l'unanimité. Lorsque ça met en exergue les intérêts des uns et des autres, vous allez voir la preuve, même la loi sur la chefferie traditionnelle, vous avez vu qu'il y a quelques réactions qui sont notées par-ci et par-là. Et donc, c'est pour dire que la loi ne fait pas l'unanimité et le point d'achoppement, c'est que on ne s'entend pas véritablement les terminologies que l'on utilise. On dit que c'est exclusif, c'est inclusif d'un autre côté. Donc, on ne peut pas s'asseoir maintenant pour dire, écoutez, voilà ce qu'il faut réviser. C'est là que le bas baisse parce que pour aller à une table de négociation, pour revoir quelque chose, il faut qu'on s'entende sur le minimum, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Donc, la classe politique est divisée, ce qui fait dire que, il y a peut-être des aspects
à revoir. Mais comment y aller, c'est ça le gros problème, parce que tout va se faire peut-être de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, la majorité soutient que ce qui est fait dans ce code électoral, là, ça nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, mais la minorité pense qu'il faut revoir les choses. Comment nous allons nous en sortir, Dieu seul le sait. Mais je sais que à sa prise de pouvoir, le chef de l'État avait déjà annoncé. Personne ne savait la teneur que ces lois, ces réformes allaient revertir. Personne ne connaissait un peu, enfin pas le contenu, mais à l'arrivée, on se rend compte qu'il y a des divergences qui s'observent. Il va falloir que la classe politique puisse trouver le moyen de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir véritablement discuter des points qui fâchent pour trouver le juste milieu pour que nous puissions, au plan politique, observer un climat plus ou moins apaisé avant 2026, parce que c'est le plus important. Si on n'allait pas peut-être à une élection, vous n'allez pas entendre vous n'allez pas observer tout ce remue-ménage, mais les gens savent que dans l'un ou dans l'autre cas, les intérêts sont en jeu et chacun tire le drap de son côté. Parfois, c'est de bonne guerre, parce qu'au plan politique, vous savez que rien ne se fait au hasard. Il y a toujours de petits calculs qui sont derrière. Et même par le passé, quand on n'avait pas le code électoral, à l'approche des élections, soit on parle de l'exclusion, de la non-représentativité, on parle du financement des élections. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais on est en train de passer à d'autres mobiles sur lesquels on ne s'entend pas forcément. C'est important d'en parler, c'est important pour la classe politique dans son entièreté, parce qu'il n'y a pas que peut-être l'opposition qui est raison, il n'y a pas que la mouvance qui est raison. Donc, la classe politique doit pouvoir trouver le moyen de discuter de ces points qui fâchent. Oui. En avant, nous pouvons retenir que nous avons effectivement parlé du code électoral qui aujourd'hui ne fait pas l'unanimité de la classe politique. C'est vrai que les réformes ne font pas toujours l'unanimité de tout le monde. Mais quand une bonne partie de la masse exige qu'on revienne, qu'on retouche les parties essentielles d'un contenu qui devrait permettre d'aller aux élections, je pense qu'il faut quand même essayer de voir une bonne partie. Il n'y a que le parti des démocrates. Non, il n'y a pas que les démocrates, s'il vous plaît. Oui, à l'Assemblée nationale. Si vous résumez l'opposition aux démocrates, mais c'est que c'est très grave. Non, à l'Assemblée nationale. Si vous dites l'Assemblée nationale, d'accord. À l'Assemblée nationale où la loi est susceptible d'être modifiée, il me semble qu'il n'y a que les démocrates. Et la minorité a toujours tort. Ajoutez cela. Et la minorité a toujours tort. Si vous êtes minoritaire et que la loi passe, ça passe. Et c'est ce que je veux dire. S'il y a une importante partie de la masse, quand je parle d'une importante partie de la masse, je ne parle pas que des démocrates, parce que je ne limite pas l'opposition qu'aux démocrates. Il y a beaucoup d'autres partis de l'opposition qui sont là. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de partis de l'opposition. Les démocrates ne sont qu'une infime partie de l'opposition. La FCBE, c'est eux qui participent véritablement au débat politique. Non, vous ne pouvez pas dire ça. La FCBE aussi fait des activités, d'autres font également des activités. MPL fait des activités. Non, attention, ne stigmatisons pas en disant que c'est seulement telle personne qui fait des activités. Ils n'auront pas le droit de vote, c'est ce qu'on est en train de dire. Et ne résumons pas, s'il vous plaît, l'opposition au parti, les démocrates. Nous avons le Bénin enregistre plusieurs partis de l'opposition. Si la loi doit être révisée, consentant que ça doit être révisé à l'Assemblée nationale, on va toujours retrouver les mêmes démocrates qui vont voter. À l'Assemblée, malheureusement, on ne verra encore que les 28 du Parti des démocrates qui feront face à tout le reste. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand il y a l'idée, il y a la loi et l'esprit de la loi. L'objectif du code et l'objectif du système partisan, c'est quoi? C'est de permettre d'avoir un système qui est beaucoup plus efficace pour les élections. Un système d'abord qui permet de rendre le parti plus important que l'individu. L'autre chose, c'est de permettre d'éviter plutôt les clubs électoraux ou des partis de clans, des partis de famille. Je suis d'accord pour tout ceci. Mais quand on formule des tests, des articles qui
déjà en leur sein, ne permettent pas à ceux qui, en ce moment, parce que je précise bien cette portion-là, qui, en ce moment, n'ont pas droit à la décision et que systématiquement, ils se retrouvent exclus. Du coup, il se pose un problème. C'est la raison pour laquelle je dis, le dialogue national, demandé par exemple par les opposants, je pense que ce serait bien qu'ils aient à ce dialogue national et que chaque parti étale ses récriminations. Quoi, que pour le code électoral, un dialogue national, est-ce que vous pensez que les élections générales de 2026 sont moins importantes que tout ce qui arrive? Non. Mais pour que ces élections soient apaisées, pour que ces élections soient véritablement pacifiques, parce que ce que nous voulons au-delà de tout, ce n'est pas que d'élire des gens, mais c'est de faire en sorte qu'au lendemain des élections, que nous n'ayons pas encore le drame de Kadiaou, que nous n'ayons pas encore le drame de Savaye Consort que nous avons connu par le passé. Et tout ceci, ça fait partie des bilans de 9 ans. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects. Nous voulons le faire pour qu'il y ait la paix. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Bénin restera. Absolument. Et quelle sera la qualité ou la nature de ce Bénin que nous allons laisser? Franck, autre test politique, en tout cas, il a été élaboré pendant ces 9 mois. C'est 9 ans. C'est 9 ans de Patrice Talon. C'est quand même la charte des partis politiques. On en avait une avant sa prestation de serment le 6 avril 2016. On en a un autre maintenant. Je vais vous refaire encore la question. Est-ce qu'on a avancé ou on a reculé ou on a stagné? Non, lorsqu'on vote une loi, je pense qu'il y a toujours une volonté d'aller de l'avant. On ne peut pas voter une loi et encore retourner dans le passé, remonter le temps et aller greffer un contenu qui ne nous permette pas d'avancer. J'estime que avec une loi, avec la charte des partis politiques, nous avons avancé. Cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur, que tout est rose. Même les députés, quand ils votent les lois, parfois on ramène pour une relecture. C'est la preuve que ce qui est fait là-bas par des humains peut être revu. On peut ne pas apprécier tout le contenu de la charte des partis politiques, mais on avait besoin d'une charte des partis politiques qui nous mette dans l'évolution du temps. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que la charte des partis politiques a été adoptée. Maintenant, dans l'application... Quel est son impact, à votre avis, aujourd'hui? Non, son impact, c'est que il y a plus de recadrage dans la vie des partis politiques. Nous avons par exemple, on n'avait pas le financement public des partis politiques. Ça nous a permis d'évoluer. On sait que les partis politiques qui remplissent les conditions, qui arrivent à s'arrimer avec les conditions posées par la loi, bénéficient du financement. Sauf que dernièrement, les démocrates se plaignent de n'avoir pas bénéficié. Oui, je crois que c'est l'ensemble des partis politiques. Je pense qu'il y a des arriérés, mais si ça doit être régulièrement payé, je pense que c'est une disposition assez importante qui permet... J'aime bien quand Franck me dit que quand on vote une loi, il y a une volonté d'aller de l'avant, mais il n'a pas dit est-ce que oui ou non ça a marché, ou on a connu d'avancer ou pas. Moi je pense que... Moi je l'ai dit, et j'ai donné un exemple. Il semble que vous ne me suivez pas très bien. Je l'ai dit, monsieur le ministre. Vous avez dit qu'il y a eu des avancées, mais vous êtes resté mitigé. Qu'on le veuille ou non, c'est votre manière de dire. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis encore présent sur le plateau. Je suis encore présent sur le plateau. Je n'ai pas dit ça. J'estime que on peut dire quelques avancées, mais il y a eu aussi beaucoup de recul. En ce sens que, tout de suite, quand vous avez une loi qui est censée normalement parler de la conviction politique et qui devrait normalement éviter la transhumance politique, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous observez? On voit l'un quitter l'autre, alors que cette loi est toujours restée. Cette loi est censée. On a vu le temps initial. On a vu des gens qui étaient UPR, on a vu. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est vraiment une transhumance, ça? Quand on est toujours dans la même mouvance politique. Ah d'accord. Donc quand on quitte le BR pour l'UP, le renouveau, donc on a quitté. Toujours dans la mouvance politique. On n'a pas changé. On ne remet pas encore. L'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain ont la même idéologie politique? Non, ils ont la même action de soutien. Non. Est-ce qu'ils ont la même idéologie politique? Parce qu'un parti politique est calqué sur une idéologie bien distincte et bien précise. Est-ce qu'ils ont la même idéologie? La réponse est non. Assurément non. Donc s'ils n'ont pas la même idéologie, c'est que je quitte une idéologie.
C'est-à-dire, je claque la porte à une idéologie pour une autre idéologie. Je peux réajuster. Qu'elle soit de la mouvance ou de l'opposition. Mes convictions idéologiques. Ben oui, c'est de la transhumance qu'on le paye ou non. D'accord. Éric, bonjour, bonne arrivée. On parle un peu, bonjour, si vous l'avez remarqué, des 9 ans de Patrice Talon au pouvoir. On s'intéresse surtout au volet politique. Et là, nous sommes à l'étape de l'analyse, je dois dire, du contenu de la charte des partis politiques, qui est quand même un test majeur voté par les députés à l'Assemblée nationale sous, je dois dire, le régime de Patrice Talon. Avancée, recul, stagnation, appréciation? On ne peut se satisfaire de façon globale de cette réforme sur la charte des partis politiques, dans la mesure où nous avons toujours au niveau des acteurs politiques une bonne partie qui conteste cette réforme-là. Et mieux, c'est vrai que on peut estimer que la démarche qui a été observée, qui est celle des principes démocratiques où une majorité fait la loi, justement, au détriment d'une minorité, ce qui a toujours existé dans toutes les démocraties, a été suivi. Mais après, nous parlons des tests qui touchent la sensibilité politique de chaque citoyen. Et donc, on aurait aimé que le consensus, qui chez nous a une valeur constitutionnelle, soit justement peut-être une démarche qui puisse permettre à tous les acteurs, n'est-ce pas, de se sentir concernés plutôt que l'expression d'une majorité sur une minorité. Toujours est-il que la loi, elle a été votée, la réforme est en cours. Je ne reviendrai pas sur les avancées que Ulrich et Franck ont évoquées, puisque c'est assez visible qu'avec cette réforme, nous avons un environnement politique plus clair, où des acteurs peuvent se distinguer aussi facilement qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, où on ne souffrira pas justement avant d'identifier une formation politique, même si avec la réforme, on se pose des questions sur l'idéologie des formations politiques. Le riche évoquait cette ambivalence entre l'Union progressiste, le Renouveau et puis le Bloc républicain, bien que cela soit vraiment dans une mouvance. Oui, le financement, ça nous permet d'éviter ce clientélisme qui a davantage fragilisé notre système politique, parce que on pouvait se permettre de se financer par un individu qui vient de nulle part, dont on n'a pratiquement aucune connaissance, qui n'a peut-être pas milité au sein d'une formation politique, mais qui arrache le pouvoir à la fin et qui transforme le pouvoir en un business parce qu'il a investi. Il lui faut, comment on dit, récupérer son argent. Donc, on avait ce genre de déviance qui créait une forme de banditisme dans notre système politique. On peut le dire comme ça, des prédateurs. Et le financement a pour objectif justement de permettre cette indépendance financière des acteurs politiques, à ne plus confier leur idéologie et leurs militants dans les mains et les bras d'un seul individu qui doit destiner vraiment de la destinée de ces formations politiques. Mais là encore, est-ce que la réforme nous permet d'avoir ce résultat de façon précise? Les hommes forts à la tête des formations politiques avec leur puissance financière. On peut estimer que nous sommes en train de faire le chemin et que dans un futur proche, cela puisse être ancré, et non seulement dans les compréhensions, mais aussi dans les habitudes. Parce qu'il nous arrive de voir quand même des individus dans l'ombre continuer par faire peser à la fois leur personnalité, mais aussi leur poids financier au niveau des formations politiques, voyez-vous. Et donc, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et ça n'a pas été facile de réunir tous les acteurs dans les formations politiques. Ça a été sous coup de pression, parfois de l'intimidation et tout. On a compris la chose, mais nous y sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il faut poursuivre cette marche en gardant à l'esprit l'objectif que nous visons, essayer d'avoir des grandes formations politiques à l'image de ce que nous voyons en France et puis aux États-Unis, et qui mènent une vie politique saine. La loi sur l'achat des partis, enfin sur le statut de l'opposition, pardon, est aussi une loi qui a été révisée. De l'époque d'un certain Adrien Mbedi qui parlait de strapontin avec quelques petits intérêts concédés par la loi au chef de file de l'opposition, on est passé à en tout cas quelques petits changements qui ont amélioré, en tout cas, je dois dire, les avantages au profit du chef de file de l'opposition. Analyse, Franck. J'ai remarqué une constance, c'est-à-dire lorsque vous prenez depuis le renouveau
démocratique que nous avons amorcée après 90, cette loi-là n'a jamais prospéré. Vous avez parlé de Adrien Humbedi. Paul Humpé en a profité comme ça un peu sous... Il a eu au moins un décret. Oui, il a eu un décret. C'est pourquoi je dis qu'il a profité un peu de ça. Ensuite, vous avez vu depuis que Boni Yayi, en tout cas, est venu là, je ne sais pas s'il en a profité. C'est dire que à travers le temps, c'est une loi qui a toujours eu des problèmes, qui est sortie souvent bien bâtie, mais dans l'application, il y a eu beaucoup de difficultés. Je ne sais véritablement à quoi cela est dû, mais je note qu'il y a peut-être une volonté de ne pas voir l'activité politique être très développée avec un homme qui a un statut, alors qu'il combat régulièrement vos idées, vous qui êtes aux manettes, vous qui êtes là, qui avez la conduite des choses. Donc, il va falloir que la loi peut-être soit plus précise et plus rigoureuse, qu'on donne des conditions dans lesquelles, si elle n'est pas appliquée, que cela ait des conséquences. Parce qu'on ne peut pas voter une loi qui a valeur de toutes les autres lois qui ont été votées et que l'application pose autant de problèmes. Est-ce qu'on a besoin de mettre autant de contraintes pour son application quand on sait que c'est une loi et que le non-respect d'une loi peut faire objet, je dois dire, d'action en justice et que les instances sont là et que ceux qui doivent en profiter ne profitent pas, justement, en allant saisir ces instances-là. Oui, puisque le tribunal est là pour connaître puisque dans l'application, la Cour suprême est là pour savoir ce à quoi ça ressemble. Même la Cour constitutionnelle aussi, dans une certaine mesure, parce que c'est une question aussi de droits de l'homme et mettons, je dois dire, de sécurité humaine. Oui, puisque dans l'application, on se rend compte au grand jour qu'il y a un certain blocage, il y a c'est pas un griffe, une volonté de ne pas véritablement concéder les avantages au chef de file de l'opposition. Donc il faut, à mon avis, renforcer peut-être la loi et à côté ce que vous dites, que les gens puissent rester en justice pour réclamer véritablement le droit. Et que la justice également puisse avoir les moyens de contraindre. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faudrait une contrainte sur ceux qui sont garants de l'application de cette loi. Oui, Eric. Non, je pense que le problème n'est pas la loi, mais celui qui doit l'appliquer. Parce que si on a pu mener des réflexions pour aboutir au choix de donner un statut, des avantages à celui qui devient chef de file de l'opposition, c'est parce qu'on a estimé qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'aller justement jusqu'à ce niveau. Donc, pourquoi ça traîne? Moi, je pense qu'il faut mettre ça sur le coup de nos pratiques politiques, où on estime peut-être que ça va être du pain béni pour quelqu'un qui est là, à qui on va accorder autant de moyens pour davantage l'utiliser contre un système. Parce que nous avions voté, Tanguy, des lois dans le même registre que le statut, le chef de file de l'opposition. Et pourtant, on n'a pas fait tellement de mystère autour pour que son application soit si visible. On n'a pas eu besoin de faire recours à d'autres institutions pour que son application soit visible. On n'a pas eu besoin d'aller saisir des institutions pour que son application soit visible. Je pense que se pose une question de pratique politique dont nous avons connaissance. Vous savez, on peut acheter le chien, le libérer et toujours garder la corde. Moi, je pense que nous sommes dans un truc comme ça. Mais après, il faut le dire que si c'est vu dans ce sens, ça n'est pas bien. Parce que on s'est donné du mal quand même pour que ces tests soient votés, pour que on puisse quand même dire que sous la rupture, on a voté un test sur le financement des partis politiques, on a voté une réforme qui permet aujourd'hui à l'animation de la vie politique. Alors, qu'en est-il véritablement du statut de chef de l'opposition? Il ne faut pas que cela soit noyé dans cette ambiance politique où on veuille toujours ne pas céder certaines choses parce que peut-être que celui qui est là, sa tête ne nous plaît pas, machin, et puis et tout. Parce qu'il n'y a pas de raison juridique qui puisse nous permettre pourquoi est-ce que cette loi n'est pas appliquée. Ulrich?
Je pense qu'Éric a dit beaucoup de choses, même s'il l'a dit en sourdine. Vous savez... Vous écoutez au-delà des mots ce matin. Non, pas au-delà des mots. Au-delà des mots. Oui, c'est l'occasion pour nous de compléter. Il a entendu des choses. Il est en esprit. C'est l'occasion pour lui de On ne va pas refuser l'inspiration. Alors, respirons alors. C'est l'occasion pour lui de... On y va. Non, mais écoutez, C'est l'occasion pour lui de compléter. de façon très sérieuse. Vous savez, le gouvernement n'a eu aucun mal à très rapidement signer la lettre de chef de file à Roubaix. Oui. Et c'est arrivé. Et il en a bien joui d'ailleurs. Et puis non, il s'en est plaint aussi parce qu'il a dit qu'au-delà du papier, au-delà du papier, on lui a remis qui n'a plus rien eu. Est-ce qu'il a eu au moins le papier? Parce que quelqu'un n'a pas eu le papier là où nous sommes actuellement. Non, mais en fait, plus sérieusement, lui au moins il a eu le papier. Il a eu son titre sur papier, c'est bien notifié. Il y a quelqu'un qui est aujourd'hui chef de file, comme ça, mais sans notification officielle. Donc en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez, depuis des années, il faut dire les choses telles qu'elles sont, Eric a été un peu gentil. En fait, depuis des années, on a compris que le pays est pris en otage par deux hommes. Deux hommes pour leur guéguerre personnelle que nous ne maîtrisons pas. Vous savez, ça aurait été encore Paul Roubaix qui serait encore le chef de file, que le papier sortirait encore, même s'il n'a pas eu les émoluments ou les intérêts qu'il décrit après, mais il aurait encore eu ça. Vous savez, au début, lorsque les démocrates se sont mis en bonne posture, c'était Houndété qui était beaucoup plus en pole position, en bonne posture pour être officiellement le chef de file de l'opposition. Mais très rapidement, il y a eu une élection qui s'est produite. Il y a eu un congrès où le parti a réajusté l'élection. Il y a eu un congrès, mais il y a eu élection. Donc c'est au cours de cette élection, subitement, qu'on a su que le chef de file ne sera plus. Il a d'abord eu élection. Voilà. Les démocrates ont eu le nombre de députés. Et donc cela positionnait Eric Houndété étant le président du parti alors, qui devrait président du parti Les Démocrates. Mais justement, il y a eu ce congrès. Subitement, on a vu Yahi Boni qui est devenu le président du parti Les Démocrates. Et quand on dit Yahi Boni, et quand de l'autre côté on regarde du côté du camp d'en face et on voit Talon, on se demande, est-ce qu'il faut lui donner le titre de chef de file? Ça devrait être une question qu'on va se poser. Ça ne devrait pas être une question. Mais comme vous le savez, si ce n'était pas une question, pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas eu le titre? Ah ben voilà, c'est la question qu'on se pose. Maintenant, moi je veux bien comprendre parce que d'habitude, le porte-parole du gouvernement, très souvent, il vient il nous explique avec beaucoup de mots et avec l'éloquence que je lui connais. Il dit, je voudrais bien qu'il vienne nous expliquer pourquoi depuis ce temps, on n'a toujours pas encore eu la notification du chef de file. Il y a quand même beaucoup de chefs qui ont été dans la République qui va pas donc la notification du chef de file n'est pas importante. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a quand même beaucoup de bon, vous direz encore que je lis entre les lignes. Non, mais je pose juste une question. Mes lignes alors, moi, pour permettre d'éviter les lectures ce matin. Parce que fondamentalement, tous ces éléments, mettons, mis bout à bout, opérés, ces changements notamment opérés avec ces textes qui ont été votés, ont insufflé, ma foi, un nouveau visage en tant que tel. Est-ce que vous pensez que tout cela qui devrait concourir, je dois dire, à une meilleure gouvernance politique du Bénin, à un meilleur visage politique du Bénin, a vraiment atteint son objectif? Oui et non. Oui, parce que ça a permis de régler certains problèmes. Ça a permis de réajuster certaines choses. Non, parce que quelle chose ça a réglé, par exemple? Non, on l'a suffisamment dit. Toutes ces lois qui ont été votées, ça a permis plus ou moins d'assainir un peu le milieu politique. Mais les partis continuent de naître. Il y en a un qui est né le week-end. Je ne sais pas si vous avez eu les dernières infos. Absolument, oui. Mais pas à la vitesse, à la proportion qu'on observait par le passé. Vous avez aujourd'hui des blocs. Il y a le bloc républicain, l'UPR, il y a les démocrates. On sait désormais un peu qui est qui dans le milieu politique. Je dis non parce que une réforme de cette taille, c'est de grosses réformes qui ont été engagées au plan politique. On ne peut apprécier l'impact sur une durée de 5 ans, de 8 ans ou de 9 ans. Il nous faut faire la pratique pendant des 10 années. ans, c'est quand même beaucoup, hein? Oui, c'est une génération, ça. C'est beaucoup. Oui. Et quand vous faites de 90 au moment où nous avons pris ces réformes, il y a beaucoup de temps qui sont passés. Vous avez vu pratiquement 30 ans ou je ne sais pas, 25 ans après,
quand on a engagé ces réformes-là, ça voudra dire que même les lois qui ont été, enfin les mesures qui ont été prises à la conférence, il nous a fallu plusieurs années pour découvrir un peu les dessous, pour découvrir un peu les insuffisances, les points d'insatisfaction. Donc j'estime qu'il faut donner du temps à la réforme de mûrir. Il faut donner du temps aux réformes de pouvoir être implémentées pour que nous sachions véritablement là où ça blesse. On a déjà relevé quelques points et c'est en cela que l'activisme de certains partis politiques, moi, ça me plaît bien. On ne peut pas rester indifférent à ce qui n'est pas bien. Si ce n'est pas bien dénoncé, ça permettra à la longue de pouvoir discuter de cela et de l'améliorer. Donc, il nous faut du temps, à mon avis, pour mieux apprécier les quelques points d'achoppement. Ne remettre pas en cause, disons, la valeur de ces réformes-là, nullement alors. Éric? Cela me laisse des inquiétudes. Ces tests électoraux qui nous plongent dans cette réforme de façon globale. Les tests politiques. Oui, et je me dis, j'arrive à un moment où je me pose la question, est-ce que cela en valait vraiment la peine? Parce que, écoutez, cela nous a arraché notre joie des périodes électorales. Cela nous a privés de cette ambiance dont nous avons connaissance en période électorale. Aujourd'hui, que vous le voulez ou non, vous allez un peu partout dans notre communauté, des gens vous diront nous avions perdu des proches à partir de 2019 pour les événements que nous avions connus, n'est-ce pas, en raison de ces tests-là. Bon, quelques difficultés de parcours. Oui, mais ça reste quand même un peu, comment on dit, un point de douleur dans la vie de ces personnes, que nous le voulons ou non, et qui ne vont jamais oublier, justement. Et mieux, quand aujourd'hui nous sommes à la veille de grandes élections générales et que malgré cette réforme qui permet à des partis d'avoir du financement, à des partis d'être indépendants, de décider de qui sera le candidat et des choix à l'interne, ce n'est pas du tout ce que nous voyons. Et ce qui a davantage m'a plongé dans une grosse inquiétude, c'est les propos du chef de l'État à Jeune Afrique, où il disait qu'il va sortir son dauphin le plus tard possible. Alors, cette phrase m'a vraiment un peu bouleversé, parce que je me dis, nous sommes dans une réforme où nous voulons que les partis politiques soient acteurs du jeu politique, soient au centre même du jeu politique. Alors, quand vient maintenant le moment où nous attendons que ces partis politiques puissent jouer pleinement leur rôle dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de choisir un candidat, nous avons un président qui dit qu'il va choisir son dauphin le plus tard possible. C'est ça, liberté de choix. Non, je me dis... Ça n'empêche pas aux démocrates de faire leur choix, ça n'empêche pas aux autres partis politiques de proposer leur candidat. Oui, je ne parle même pas des opposants. Je suis d'abord du côté de la mouvance, puisque nous avons plus de partis de la mouvance que de l'opposition, et que peut-être si la machine prend peut-être à leur niveau, cela peut entraîner le reste. On peut supposer les choses comme ça. Et donc, ce rôle qu'il aura à jouer dans le choix de son dauphin est suffisamment fort pour peut-être, je dirais, effacer peut-être légèrement l'apport que les partis politiques de la mouvance vont apporter dans le choix, dans la désignation, n'est-ce pas, d'un probable candidat. Peut-être que ce disant, les partis politiques peuvent se soustraire de ce jeu. Ce qui, pour moi, ne soigne pas l'image de cette réforme qui voudrait quand même que les partis politiques soient à la manette du processus de A jusqu'à Z. Louis, on va finir. Oui. Tout de suite, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de réformes, comme je l'ai dit à l'entame, mais il faut reconnaître qu'il y a eu recalibrage des partis politiques. Je l'avais dit, ça a coupé court aux clubs électoraux, des partis de communes, des partis de quartier, des partis de familles qui existaient même, parce qu'une, deux, trois personnes se réunissaient subitement, font les formalités, estiment que oui, c'est déjà un parti. Avec toutes les réformes qui sont en cours aujourd'hui, n'est pas parti qui veut. Pour être un parti politique, il faut d'abord viser l'envergure nationale. Et je pense que c'est là l'avantage que l'on peut déjà tirer de ces réformes. Mais ceci étant, il faut dire que avec ces réformes que nous avons connues, avec ces lois qui ont été votées, aujourd'hui, quand on parle d'élections, quand les élections approchent,
on note plus le stress, on note plus l'angoisse, on note plus la méfiance. C'est pas une singularité. Non, attention. Autrefois, c'est des rendez-vous avec l'incertitude. Nous avons connu beaucoup d'élections. Nous avons connu beaucoup d'élections de 1990. Les élections au Bénin ont été difficiles. Vous vous rappelez 91, vous vous rappelez. Nous avons connu beaucoup d'élections depuis 1990, d'accord, après la conférence des forces vives de la nation, jusqu'à ce jour. Et quand vous regardez, il y a une nette démarcation à partir de 2016. Pourquoi? Autrefois, il y avait cette joie qui animait la veille des élections. Il y avait cette taquinerie joyeuse, où parfois même des camps opposés se taquinaient joyeusement et on se retrouve aux élections, on se taquine et c'était assez édifiant, c'était beau. Mais aujourd'hui, il y a cette méfiance. Il y a, je dirais même qu'il y a parfois, on ressent même parfois de la peur. Le stress est à son comble. Vous avez vu par le passé, vous avez vu le taux de participation des élections. Vous avez vu est-ce que vous avez vu les derniers taux de participation aux élections? C'est la preuve justement de ce qui se passe au niveau de la masse publique. La baisse de l'intérêt de la population aux élections, c'est pas une spécificité au Bénin. C'est éminemment éloquent. Regardez les dernières élections présidentielles aux États-Unis. Et c'est ça justement. Il y a eu cette abstention. Mais c'est clair. Quand il y a cette abstention, il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est justement ce que nous sommes en train de relever ici. Si ça ne va pas, il faut le reconnaître. Parce que quand le peuple même, parfois vous observez, écoutez ce que les gens disent aujourd'hui, les gens estiment que, bon écoutez, ils ont taillé leur loi sur leur mesure, ils ont voulu faire leurs choses, mais écoutez, ils n'ont qu'à aller aux élections eux-mêmes. C'est ce que se dit la masse. Nous n'allons pas encourager ceci sur un plateau. Nous allons dire, chaque Béninois doit pouvoir participer en votant, en faisant son choix. Et c'est très important. Allez, et maintenant, majoritaire, très rapidement, nous avons dit qu'il faut des partis forts, il faut des partis forts, et au lieu des individus les partis sont forts. Mais aujourd'hui, j'aime bien, Eric l'a dit très rapidement, et j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, nous avons toujours des partis forts. Nous avons des partis forts, mais des hommes discrètement très puissants qui ont le dernier mot de ces partis politiques. Alors, moi je pense que on ne peut pas demeurer dans la même situation pendant longtemps. J'ai écouté Eric qui a dit que la joie électorale, ça nous a quittés. Donc on ne peut pas demeurer longtemps dans la joie. Vous préférez la tristesse, vous préférez la méfiance. On ne me comprendra pas. J'ai écouté Ulrich qui a dit quand les élections arrivent, on est stressé, on a eu peur aussi. Vous savez, en 2019, si certains politiciens n'avaient pas manipulé les populations, nous sommes dans une république. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est fait, vous en référez aux voies de recours. Vous allez devant la cour, vous faites ci. Mais je vous ai donné un exemple. Une mère célibataire qu'on a débarqué de quelque part, dit prenez de l'argent, allez brûler des pneus. Dans quelle république on est en train de construire, on peut permettre aux gens d'aller faire du vandalisme lorsque vous n'êtes pas d'accord pour des élections? Moi, j'ai vécu 91 ou 96 à Parakou. Je ne me rappelle plus lors de l'élection qui a eu... C'est la présidentielle de 96. Mais si vous voyez ce qu'il s'est passé, donc ce n'est pas une première. Et toutes les fois, ce sont des politiques qui manipulent, qui instrumentalisent les populations pour aller dans ce sens-là. Je pense qu'il faut finir. Si c'est à cela que des gens font recours pour dire on a perdu toute la joie, ou on peut permettre aux populations pour un oui ou pour un non d'aller casser des radios, d'aller casser les boutiques des gens, d'aller vandaliser des buvettes des gens pour prendre les boissons, casser les coffres-corps. Si c'est cela, donc autant rester ferme pour que nous n'ayons plus jamais ça. Mais Patrice Talon, je crois, il nous a promis que plus jamais on aura ça au Bénin. Moi, je veux que Dieu lui donne la force de nous épargner véritablement ces moments de douleur, qu'on n'ait plus. Et plus jamais qu'il n'y ait de mort, et plus jamais qu'il n'y ait de mort après les élections. Un rendez-vous électoral, c'est forcément un rendez-vous de comportement aussi, c'est un rendez-vous de conviction. Et casser, les biens d'autrui, etc. Remettre en cause, je dois dire, l'ordre républicain et constitutionnel. C'est pas forcément, je dois dire, c'est pas du tout d'ailleurs quelque chose... Ça c'est certain. Mais en même temps aussi, il faut entourer, je dois dire, le contexte d'une atmosphère qui permette à ce que celui qui, parfois, n'est pas content, puisse avoir les moyens d'aller faire recours devant les structures qu'il faut. Parce que, comme on l'a dit d'ailleurs avec, je dois dire,
cette façon pour la population de passer au feu les voleurs, c'est qu'en face justement à la situation, l'avenir populaire, c'est qu'en face à la situation, la population sent qu'elle n'a pas d'autre moyen de recours, qu'elle fait, je dois dire, recours à ce type de solution, et c'est vraiment délicat. On doit essayer de continuer à les éduquer dans un processus électoral, c'est des questions très très sensibles. La manipulation a plusieurs visages. Et plusieurs personnes peuvent essayer de manipuler. On est très désolé que des acteurs politiques puissent aller manipuler des simples citoyens à l'effet de faire de l'agitation, n'est-ce pas, dans nos villes. Mais on arrive aussi, en tant que pouvoir en place, exécutif, de manipuler aussi des institutions à l'effet que le processus soit à son avantage. Voyez-vous. Donc, c'est des questions que les gens observent. Chacun manipule ce qu'il peut manipuler. C'est des questions que les gens observent et souvent merci beaucoup pour cette intervention. Merci d'avoir contribué à chacun de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On a suffisamment abusé de votre temps, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Le point de l'actualité, c'est cette dernière journée, puis la revue de presse.